Bonjour à tous, bienvenue à ce 23e point presse du ministère des Armées de l'année 2022. Je vais commencer par vous présenter les points saillants de l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et celui des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès du ministre des Armées, et de Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère avant de céder la parole au général François-Marie Goujon. Il est chargé de mission auprès du chef d'état-major des armées et il fera aujourd'hui un focus sur la force de réaction rapide de l'OTAN, dite NATO Response Force, ainsi que sur l'engagement de la France dans le renforcement du flanc est de l'Alliance. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous présentera le point de situation hebdomadaire des opérations militaires conduites par la France. Je commence par l'agenda du ministre des Armées. Ce lundi, M. Sébastien Lecornu a été auditionné au Sénat dans le cadre de l'examen des crédits de la mission Défense, dans le cadre et pour le projet de la loi de finances 2023. Il y a rappelé l'importance de ce budget qui est le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a également insisté sur les enjeux de la prochaine loi de programmation militaire qui devra notamment prendre en compte la modernisation de la composante sous-marine de la dissuasion nucléaire avec le développement du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, ainsi que la hausse du budget du service de santé des armées. Lundi, il recevra les syndicats après la séquence des élections professionnelles qui se sont tenues du 1er au 8 décembre, qui se tiennent jusqu'à ce soir. Le 14 décembre, il recevra et dînera avec M. Ben Wallace, qui est son homologue britannique. Du côté des secrétaires d'État, demain matin, Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, se rendra à l'Hôtel national des Invalides pour participer à la cérémonie d'hommage présidée par la Première ministre à Mme Anne-Marie Krougbass, résistante déportée française et Grand Croix de la Légion d'honneur, décédée hier. La secrétaire d'État visitera l'après-midi à Bondy un ancien foyer de tirailleurs sénégalais et le soir, elle présidera le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe en leur honneur. Mercredi prochain, 14 décembre, la secrétaire d'État présidera la remise des 2 prix de l'histoire militaire qui seront décernés à Ballard. Dans le cadre de ces prix, le Conseil scientifique de la recherche historique de la défense récompense tous les ans la recherche universitaire dans 2 catégories ou pour 2 catégories d'étudiants. L'une est dédiée aux thèses doctorales et la seconde au master de 2e année. Le lendemain 15 décembre, la secrétaire d'État inaugurera une classe de défense globale et de sécurité au lycée François Ier de Fontainebleau. Toujours jeudi prochain, les 2 secrétaires d'État, donc Mme Patricia Mirallès et Mme Sarah El Haïry, présideront le séminaire annuel des trinômes académiques. Cette structure tripartite associe des représentants de l'Éducation nationale, des délégués militaires départementaux et des membres de l'Union des hautes études de défense nationale. L'édition 2022 des trinômes académiques mettra en lumière les actions portées par les associations régionales au travers des champs artistiques et culturels vers la communauté éducative. En 2022, plus de 146 actions de ce type ont été initiées et menées par ces trinômes. Elles ont touché plus de 32 000 jeunes, élèves, étudiants, enseignants, membres de la communauté éducative. Et parmi ces 146 actions, 55 actions mémorielles d'enseignement de défense. Des colloques et des séminaires ont été organisés toute l'année, au contenu et aux intervenants remarquables. Ces actions découlent en droite ligne de la feuille de route 2022-2023 élaborée par le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et les unions de l'Institut des hautes études de défense nationale. Cette feuille de route s'appuie sur le discours du président de la République, discours qu'il a tenu le 13 juillet dernier à l'hôtel de Brienne, et est en concordance avec l'objectif numéro 2 de la revue nationale stratégique qui consiste à promouvoir durablement l'esprit de défense et le renforcement des forces morales individuelles du citoyen et en particulier des jeunes citoyens. Voilà pour les agendas ministériels. Au chapitre des actualités du ministère, je vous signale un événement qui illustre le soutien du ministère des Armées à la recherche scientifique. Nous avons parlé de recherche historique et maintenant avec la délégation générale armement de la recherche purement scientifique. Depuis 2002, des prix de thèse récompensent de jeunes docteurs pour l'excellence de leurs travaux effectués dans le cadre de thèses financées par la délégation générale à l'armement. Lundi prochain, c'est 3 lauréats qui seront récompensés par le ministère des Armées et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ils s'appellent Jérémy Anger,
Michele Del Mastro et Jordan Erhardt. Jérémy Anger est un normalien, docteur en mathématiques. Il est félicité cette année pour son travail sur le défloutage d'images et de vidéos prises par des appareils photo standards ou par des satellites, afin d'augmenter la résolution des images. Des travaux complémentaires ont permis une super résolution des images des satellites d'observation de la Terre, Sentinelle-2, de l'Agence spatiale européenne. La méthode qu'il a développée permet d'en extraire une information plus précise dans diverses applications, par exemple la reconstruction 3D ou la reconnaissance d'objets. Le deuxième lauréat, Michele Del Mastro, est un docteur en ingénierie électronique. Il est salué cette année pour sa thèse qui est consacrée à la communication par satellite. Son travail s'est concentré sur des solutions d'antennes capables de capter les émissions de nanosatellites déployés en constellation en orbite basse autour de la Terre. Son travail a conduit à la conception et à la fabrication de 2 prototypes d'antennes, qu'on appelle Continuous Transverse Tube, qui ont prouvé d'excellentes performances à un coût très réduit. Et enfin, le troisième lauréat, Jordan Erhardt, a été récompensé pour ses travaux qui ont démontré la faisabilité d'un allumage par faisceau laser de poudre propulsive. C'est la première fois qu'on arrive à ce genre d'initiation. Voilà pour les prix des thèses scientifiques délivrés par la DGA. Je passe, ça fait plusieurs fois que je devais vous en parler, au bac brief du COOMA, donc ce Battle Lab de l'armée de terre du 5 décembre sur le plateau de Satory. Vous vous souvenez, ce challenge de la collaboration homme-machine met en concurrence un certain nombre d'équipes qui ont un thème à traiter, qui ont restitué ces thèmes pendant 2 heures chacune devant un jury. Ce challenge met en situation des systèmes proposés par ces équipes composées à la fois d'industriels, de chercheurs et d'étudiants qui exécutent des scénarios tactiques soit issus de situations auxquelles ont été confrontées les armées françaises, soit à des scénarios imaginés dans la perspective de combats futurs. Cette semaine, les 15 équipes participantes ont exposé leur réponse tactique et la réponse à la question qui était de s'emparer d'eux. Chaque équipe a donc passé un oral de 2 heures devant un jury constitué de personnel du Battle Lab de l'armée de terre et de la DGA. Donc l'objectif de ce bac brief est d'écarter les équipes qui étaient hors sujet et de commencer à accompagner les équipes qui sont retenues pour une finale qui aura lieu le 11 mai prochain, donc le 11 mai 2023, au camp de Bennes dans les Yvelines. Dans les actualités ministérielles, dans le domaine capacitaire cette fois-ci, je reviens sur le système des mini-drones de renseignement SMDR dont j'ai déjà parlé au début du mois de novembre, semble-t-il. La section technique de l'armée de terre, comme je l'avais dit à ce moment-là, donc la STAT, Station technique de l'armée de terre, a conduit du 21 au 25 novembre une campagne de vol à Mourmelon au profit du 61e régiment d'artillerie, du 40e régiment d'artillerie et de la délégation générale à l'armement. Ces vols ont été les premiers pour la version des systèmes de mini-drones depuis les évaluations technico-opérationnelles de l'été 2022. Cette nouvelle version, améliorée par rapport à celle qui a volé l'été dernier, apporte de nombreuses évolutions, notamment en termes de fiabilité globale et de domaine d'emploi. Elles permettent notamment de faire voler l'appareil dans une fourchette de température entre moins 10 et 49 degrés Celsius, on va dire entre moins 10 et 50 degrés. Tout au long de cette campagne de vol, la DGA et l'équipe intégrée drone de contact de la STAT ont pu améliorer leur niveau d'expertise technique et leur compréhension des différentes problématiques pour en faire émerger une vision commune des enjeux. Pourquoi cette collaboration au quotidien entre la STAT et la DGA est essentielle pour le développement quotidien des différents programmes de drones, mais des programmes de l'armée de terre en général, leurs évolutions futures et, dans ce domaine particulier de drones, les enjeux de navigabilité. Un anniversaire ou une fin de service maintenant. Demain vendredi, les hélicoptères Alouette 3 quitteront définitivement le service actif après plus de 60 années d'activité au sein de la Marine nationale. Ces Alouette 3 ont été engagés en premier lieu dans les missions de lutte anti-sous-marine. Cet hélicoptère léger fut le premier à embarquer sur les frégates de type Tourville en 1974, avant que le Lynx ne reprenne le flambeau en 1980. Mise en œuvre à bord des porte-avions pour assurer la sécurité des pilotes d'avion au catapultage et à l'appontage, et durant des décennies à bord des navires et à terre comme hélicoptère d'école, cet aéronef a été une composante essentielle de l'aéronautique navale.
Sur tous les océans des globes, cet aéronef français a participé aux missions opérationnelles confiées à la Marine nationale. Entre 1962 et donc sa mise en service et 2022, les Alouettes 3 ont effectué près de 328 000 heures de vol. Le dernier vol de cet appareil a eu lieu lors d'un exercice de l'OTAN, l'exercice Silent Wolverine, en Atlantique, le 10 novembre dernier. L'Alouette 3, parlons maintenant du futur, laissera place à des machines plus récentes et adaptées aux besoins opérationnels. De manière transitoire, elles seront remplacées par des Dauphins N3 d'une flotte intérimaire en place dans le cadre d'un contrat de location depuis 2019, puis à partir de 2029 par la flotte de Guépard Marine. Toujours côté Marine nationale, la Marine nationale est en train de procéder à un ROC entre la frégate multimission Auvergne et la frégate multimission défense aérienne, la frégate multimission Auvergne, oui, et la frégate multimission défense aérienne Lorraine entre Brest et Toulon. Samedi dernier, la frégate multimission Auvergne a quitté Toulon, où elle était basée depuis son admission au service actif en février 2018. Après 3 semaines de passation de suite entre les équipages, la majeure partie de son équipage a été transférée sur la Lorraine et inversement. Cette manœuvre de ROC des équipages démontre d'une part la capacité d'adaptabilité des marins, leur polyvalence et leur expertise. Les quelques différences entre ces deux frégates multimissions sont prises en compte par le maintien de quelques marins sur leur bâtiment d'origine et puis par l'affectation d'une dizaine de marins en plus sur la frégate Lorraine par rapport à la frégate Auvergne. Armée de son nouvel équipage, l'Auvergne ralliera Brest, qui sera son nouveau port d'attache. C'est ainsi la 4e FREMM basée à Brest. Elle y contribuera au soutien des missions de la force océanique stratégique et continuera à mener des opérations sur toutes les mers du globe en réponse aux besoins opérationnels. Même si de son côté, la Lorraine n'est pas encore admise au service actif, elle doit l'être en 2023, le format de 8 frégates multimissions est désormais atteint pour la Marine nationale, ce qui lui permet de finaliser la manœuvre de répartition de ses bâtiments entre les ports-bases de Toulon et de Brest et de poursuivre la manœuvre de renouvellement de la flotte et de son adaptation aux enjeux actuels et futurs. Je conclus les sujets d'actualité en vous rappelant ce que je vous avais annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire le voyage de presse organisé par l'Armée de l'air et de l'espace la semaine prochaine à l'occasion de la réception du 20e A400M Atlas. À cette occasion, donc, une cérémonie sera organisée sur la base aérienne d'Orléans, qui sera donc sa base de stationnement. Elle sera présidée par le général de corps aérien Laurent Lerbette, commandant les forces aériennes, et elle sera ouverte à la presse. Vous pouvez donc vous accréditer auprès du service d'information de relations publiques de l'armée de l'air et de l'espace. Sur les agendas ministériels autant que sur les actualités que je viens de décliner, y a-t-il d'abord des questions en salle ? Et s'il n'y a pas de questions en salle, y a-t-il des questions en audio ? Et donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au focus thématique. Un mot d'introduction au focus thématique de ce jour, donc consacré à la contribution de la France aux missions de l'OTAN. Jeudi dernier, lors de sa rencontre avec le président des États-Unis d'Amérique, le président de la République a réaffirmé l'engagement de la France au sein de l'Alliance Atlantique. Il a notamment déclaré que le maintien de la stabilité européenne implique de continuer d'assurer la défense et la sécurité collective, notamment au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De recourir également à une approche plus robuste, plus intégrée et plus cohérente pour renforcer la résilience au niveau national et collectif face aux menaces militaires et non militaires qui pèsent de plus en plus sur notre sécurité. Je rappelle, comme le dit régulièrement le collègue Audière, que la France est un allié fiable, crédible et solidaire au sein de l'Alliance. Elle participe aux différents dispositifs déployés pour protéger les pays membres de l'OTAN, notamment sur le flanc est de l'Europe, au travers de missions à la fois maritimes, de réassurance, à terre et la police du ciel. Nos armées contribuent ainsi aux missions fondamentales de l'OTAN, qui sont la dissuasion et la défense, la prévention et la gestion de crise, ainsi que la sécurité coopérative. Je cède maintenant la parole au général Goujon, qui va être beaucoup plus précis et détaillé que je viens de l'être.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, parfait. Donc merci pour cette occasion de vous présenter un point de situation sur le renforcement de la posture de l'OTAN sur son flanc oriental et la contribution française à celle-ci. Alors vous pourriez vous poser la question assez naturellement, pourquoi maintenant et en quoi est-ce important? Là-dessus, je vois deux raisons. D'abord, depuis le dernier point de situation qui vous avait été proposé au mois de mars de cette année, cette posture sur la façade orientale s'est considérablement renforcée, à la fois celle de l'OTAN, mais également celle de la contribution française. Si je prends quelques exemples, nous avons projeté en début d'année un bataillon multinational en Roumanie dont nous sommes nation cadre. Nous l'avons renforcé également avec le déploiement de moyens solaires moyenne portée Mamba en Roumanie. Nous venons de terminer la mise en place d'un élément avancé de commandement de brigade qui travaille avec nos homologues roumains sur des renforcements en cas de détérioration de la situation. Et si je regarde plus vers le nord, en Estonie, nous alternions auparavant une contribution au bataillon commandé par la Grande-Bretagne, bataillon multinational commandé par la Grande-Bretagne. Et nous avons fait le choix désormais de maintenir cette présence avec le déploiement d'un sous-groupement tactique interarmes issu de l'infanterie de montagne. Et puis enfin, nous prendrons à la fin du mois de décembre un créneau de police du ciel en Lituanie en remplacement des Polonais. Deuxième raison qui me semble justifier ce point de situation maintenant, ce tour d'horizon, c'est que le pilier opérationnel de l'Alliance est actuellement engagé dans une phase de transition vers un nouveau modèle consacré par le sommet de Madrid en juin dernier, plus adapté à la défense collective et à la haute intensité, après 2 décennies consacrées davantage à des conflits asymétriques et hors d'Europe. Et si je reprends les propos du président du comité militaire de l'OTAN, l'amiral Bauer, il s'agit de la plus importante transformation militaire engagée par l'Alliance depuis 1949. Et donc elle est particulièrement ambitieuse, elle aura forcément des conséquences sur l'Alliance en tant qu'organisation, mais également sur les attentes de l'OTAN vis-à-vis des nations en termes de capacité, de réactivité, de posture ou de responsabilité. Là-dessus, des décisions particulièrement importantes sont attendues au premier semestre 2023, donc c'est tout près. Elles culmineront avec le sommet de Vilnius en juillet. Et le dispositif renforcé actuel tel qu'il se présente est finalement un assez bon préfigurateur des décisions qui seront prises. Ou devraient l'être, en tout cas. En tout cas, il met le doigt sur un certain nombre de sujets qui seront traités par ces décisions-là. Et je pense qu'il est important maintenant de bien comprendre, d'avoir une lecture claire de ce dispositif renforcé pour pouvoir mieux interpréter, mieux appréhender les décisions qui vont être prises dans le premier semestre. Alors, en préambule, premier slide s'il vous plaît, je voudrais faire un rapide rappel préalable d'un certain nombre de notions clés sur la chaîne alliée des opérations, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, pour bien comprendre le contexte de ce que je vais vous présenter. Premier sujet, premier point à avoir en tête, c'est que l'OTAN n'a pas de force en propre. Elle dispose d'une structure militaire intégrée qui repose sur 2 commandements stratégiques que vous connaissez, ACT, Allied Command Transformation, à Norfolk, chargé de la transformation de l'Alliance, je parle bien du pilier militaire, avec à sa tête le général d'armée aérienne Philippe Lavigne, français, et puis Allied Command Operations, en charge des opérations, avec à sa tête un général américain, le général Christopher Cavoli, qui a pris ses fonctions en juillet 2022, qui dispose à Mons d'un état-major, le SHAPE, sous lequel sont positionnés 3 Joint Force Commands, chacun en responsabilité d'une partie de la zone de responsabilité de l'Alliance, c'est-à-dire l'espace euro-atlantique. Joint Force Command Brunssum en charge du nord et de l'est de l'Europe, Joint Force Command Naples en charge du sud de l'Europe et de la zone méditerranéenne, et Joint Force Command Norfolk en charge de l'espace atlantique, de la zone atlantique et du nord. Également 3 autres commandements de composantes, terre, air, mer, qui sont eux responsables de la coordination des forces de leur milieu sur l'ensemble de l'espace euro-atlantique. Donc vous avez Izmir qui est en charge des forces terrestres, Landcom, Ramstein, Aircom pour les forces aériennes, et Northwood, Marcom pour les forces navales. Voilà pour la structure militaire
en charge des opérations, Allied Command Operations. Les forces, elles, sont fournies par les nations, suivant le principe consacré de la génération de force, c'est-à-dire que SHAPE se tourne vers les nations pour qu'elles mettent à disposition des capacités de manière volontaire, soit ponctuellement pour répondre à un besoin particulier, soit de manière programmée et rotationnelle, pour armer les entités opérationnelles que l'Alliance met à la disposition de SACEUR dès le temps de paix. Vous en avez 3 schématiquement: la NATO Response Force, dont on va reparler, les Standing Naval Forces, les forces navales permanentes, et la police du ciel dans les États baltes. Le reste des forces demeure sous le commandement des nations. Donc, en dehors de celles qui sont placées sous OPCON de SACEUR, le reste des forces demeure sous le commandement des nations jusqu'à ce qu'elles décident de les placer sous le commandement de SACEUR. Principe à retenir également, car on a affaire souvent à des erreurs d'interprétation, une fois placés sous le commandement de SACEUR, nous ne décidons plus de l'emploi de nos forces. C'est bien SACEUR qui décide. C'est lui qui donne les ordres opérationnels et qui décide de l'emploi opérationnel de ses forces. En revanche, nous conservons évidemment un contrôle national sur l'emploi de ces forces à 2 niveaux. Au niveau politique avec le NAC, le North Atlantic Council, donc le Conseil de l'Atlantique Nord, où chaque nation est représentée par un ambassadeur et qui décide des délégations d'autorité vers le SACEUR, en particulier toutes celles qui sont de nature escalatoire. Et un contrôle au niveau militaire, qu'on appelle la chaîne de contrôle nationale, qui nous permet de suivre l'emploi de nos forces et de s'assurer de leur emploi et de la conformité de l'emploi avec nos normes, nos doctrines. Voilà pour ce tour d'horizon. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je vous propose de commencer ce tour d'horizon des dispositifs opérationnels de l'OTAN et de nos contributions par la NRF, ce qui pourrait vous paraître un peu contre-intuitif, au sens où notre participation finalement à la NRF, elle n'est pas liée au renforcement de la posture de l'OTAN face à l'Est. Néanmoins, elle est importante à avoir en tête, c'est la raison pour laquelle je commence par celle-ci. D'abord parce que la contribution française à la NRF en 2022 était particulièrement élevée par l'effet du cycle rotationnel, c'était notre tour. Je reviendrai sur le détail après. Et puis, au moment de l'agression russe sur l'Ukraine au début d'année, finalement, la NRF était la clé de voûte de l'Alliance, de la capacité militaire de l'Alliance à répondre à une menace. Elle représentait concrètement le seul outil prêt, entre guillemets, à la main de SACEUR pour faire face à une menace majeure. Je la mentionne également en début de cette intervention parce que comprendre ce que représente la NRF est un outil particulièrement utile comme clé de compréhension pour la transformation militaire de l'Alliance sur laquelle je te reviendrai en fin d'exposé. Alors, bref retour historique sur la NRF. Vous vous souvenez qu'après le sommet de Prague de 2002, et dans un contexte d'absence de menaces majeures aux frontières de l'Europe, il s'agissait pour l'OTAN de remplacer des grands volumes de forces de la guerre froide qui étaient fixés dans une posture extrêmement rigide et dans des volumes extrêmement coûteux, par une capacité réduite, agile entre guillemets, projetable, beaucoup moins coûteuse et capable d'une montée en puissance progressive par palier. Et donc la NRF avait été créée dans ce but pour répondre à la fois à des scénarios d'engagement sous article 5, défense collective, ou réponse, gestion de crise hors de l'espace européen. La Crimée en 2015, avec un mode d'action russe qui mettait l'accent sur la vitesse d'exécution et le fait accompli, a remis en cause ce modèle qui était basé sur une montée en puissance progressive. Par ailleurs, ce modèle était mité par un manque de contribution nationale, un manque de motivation des nations à contribuer à armer cette NRF. Et donc le sommet de Varsovie en 2016, juste après la Crimée, a décidé de renforcer la NRF pour porter son format à 40 000 hommes et de créer en son sein une force à très haute réactivité, donc la Very High Readiness Joint Task Force, capable de réagir en quelques jours seulement. Et donc, vous avez l'élément de pointe, ce qu'on appelle le Spearhead Battalion de cette force, du niveau brigade, le Spearhead Battalion, donc l'élément de fer de lance, qui était capable en permanence d'être projeté en quelques jours. C'est celui qui a été projeté d'ailleurs en Roumanie sur la décision de SACEUR en février, armé, puisque c'est la situation telle qu'elle se trouvait, par la France. Il reste que, et comme ça a été démontré en début d'année, faire reposer la réponse de l'Alliance sur une force unique face à une menace venant potentiellement de plusieurs directions et ne prenant pas en compte finalement les forces nationales,
alors que ce sont elles qui sont censées absorber le premier choc, était un non-sens stratégique. Et c'est la raison principale qui a inspiré les décisions du sommet de Bruxelles de mars 2022 et de Madrid de juin 2022 pour revoir dans son ensemble, le modèle de force, pour ne plus faire reposer la réponse de l'Alliance sur une seule force unique, mais sur un dispositif beaucoup plus élaboré. J'y reviendrai. Pour en venir à la contribution française à la NRF en 2002, nous armons donc jusqu'à la fin de l'année 2 commandements de composantes, la composante terrestre et la composante aérienne. La composante, la Task Force NRBC, car nous avons conservé cette capacité rare. Nous faisons partie des rares nations en Europe qui ont conservé cette capacité rare. Et nous sommes nation cadre de la VJTF, en armant en particulier une grande partie des éléments de la brigade interarmes, brigade d'un volume de 8000 hommes. Et sur le total de nos contributions, sur la NRF 22, ça se monte environ à 8000 hommes. 2 remarques sur cette NRF, sur cette édition 2022 de la NRF. Premier point, et par volonté délibérée de la France, le taux d'armement de la NRF a été particulièrement élevé, plus de 95% de mémoire, et il a été salué par SACEUR parce qu'il était inhabituellement haut par rapport aux années précédentes. Toutes les nations, armant la VJTF, n'ont pas fait l'effort qu'a réalisé la France pour armer l'intégralité des composantes de cette VJTF. L'objectif, pour le chef d'état-major des armées, était d'être certain de pouvoir disposer d'une force qui soit opérationnellement crédible et fiable, comme on a pu le démontrer d'ailleurs avec la projection du bataillon fer de lance en Roumanie en début d'année. Deuxième remarque, cette contribution française en 2022 se poursuivra en 2023, puisque si vous avez en mémoire le dispositif tel qu'il existe pour les forces terrestres comme pour les autres, lorsque vous prenez une alerte une année, vous continuez une alerte avec un dispositif différé, avec un délai différé l'année suivante. Et donc, cette année, nous armons le bataillon de la VJTF. L'année prochaine, nous armerons un des 2 bataillons de renforcement avec une disponibilité différée. Et donc, cette année, les deux brigades en renforcement sont la brigade qui était l'année dernière de VJTF et la brigade qui sera l'année prochaine. Voilà. Donc, et l'ensemble représentant le volume de 3 brigades. Bon, voilà pour cet aperçu sur la NRF. J'y reviendrai si vous avez des questions. J'ajoute un élément, c'est que dans les forces disponibles à la main de SACEUR, vous avez les Standing Naval Forces, donc les forces navales permanentes. En 2022, et donc selon un principe également de rotation, vous avez 4 forces, 2 forces SNMG et 2 forces de garde des mines, 2 forces navales et 2 forces de garde des mines. La contribution française en 2022 à ces 4 forces, SNMG 1 et 2, CMG 1 et 2, a atteint un niveau inédit. Elle a été la plus forte depuis 1966, avec une contribution quasi permanente d'au moins un bâtiment dans chacune de ces forces. Voilà pour ce tableau de la NRF. Je vous propose maintenant de passer au dispositif renforcé tel qu'il se présente actuellement sur la façade orientale. Slide suivant, s'il vous plaît. Ouais. Ok. D'accord, ok. Je vais ralentir. Pardon, excusez-moi, je vais ralentir un peu le débit. Ouais. Vous aurez les slides néanmoins. Ouais, j'en viens maintenant au dispositif renforcé tel qu'il se présente sur la façade orientale. Alors, beaucoup d'informations là aussi sur cette diapo. Je vais vous proposer de l'éclairer sous différents angles pour mieux le comprendre. D'abord, si je l'éclaire par le haut et par les principes. C'est un dispositif qui s'inscrit dans la posture, comme l'a rappelé le général Gravette, dite dissuasive et défensive. Posture qui a été validée par la stratégie militaire de l'OTAN en 2019. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'avoir une posture opérationnelle qui soit suffisamment robuste pour constituer un obstacle dissuasif à toute menace sur la sécurité de l'espace euro-atlantique, sans atteindre un volume qui pourrait être considéré comme escalatoire par la Russie en particulier. Donc, elle est suffisamment robuste pour être dissuasive, mais d'un volume ou d'une nature telle qu'elle ne peut pas être perçue comme une menace et donc n'est pas escalatoire, et elle est défensive au sens où elle permet de réagir avec des volumes suffisamment importants pour protéger
en permanence la sécurité de l'espace euro-atlantique. Deuxième remarque pour éclairer par le haut, deuxième principe, elle s'inscrit dans une posture dite à 360 degrés qui a été validée et consacrée par le concept stratégique de l'OTAN diffusé cet été. Qu'est-ce que ça veut dire 360 degrés? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un renforcement massif sur la façade orientale où, de manière schématique, on rassemblerait l'intégralité des forces disponibles dans une zone. C'est un renforcement significatif, mais qui est équilibré et qui privilégie la modularité et, en cas de détérioration, une capacité de renforcement rapide dans toutes les directions, où une menace surviendrait face aux deux menaces, pour la répétition, identifiées par le concept stratégique, qui sont la Russie et les groupes terroristes et les risques de déstabilisation à la périphérie de l'espace euro-atlantique. Troisième remarque, elle incarne concrètement la solidarité stratégique, puisque vous avez la mise en place d'unités multinationales sur la façade orientale, avec la présence de soldats alliés qui sont concrètement exposés aux mêmes risques que ceux de la nation hôte. Donc dissuasive et défensive à 360 degrés et qui incarne la solidarité stratégique. Si je vous en propose maintenant une lecture par le côté ou par bloc un peu descriptive, vous retrouvez ici chronologiquement tout d'abord ce qui avait été décidé au sommet de Varsovie en 2016, c'est-à-dire la présence avancée renforcée avec 4 bataillons de présence avancée renforcée dans les pays baltes et en Pologne, qui sont dirigés ou commandés par 4 nations cadres, la Grande-Bretagne en Estonie, l'Allemagne en Lituanie, le Canada en Lettonie et les États-Unis en Pologne. Donc 4 bataillons avec 4 nations cadres et des contributions nationales, dont notre contribution qui alternait jusqu'à l'année dernière des contributions soit dans le bataillon britannique en Estonie, soit dans le bataillon allemand en Lituanie. Donc ça, c'était le dispositif de 2016. Et ce qu'on appelait la Tailored Forward Presence au sud-est de l'Europe également, avec une coordination plus souple d'exercices ou d'activités aériennes, terrestres ou maritimes. Avec le sommet de Bruxelles en mars 2022, a été décidée la mise en place de 4 bataillons supplémentaires sur le reste de la façade orientale, avec 4 nations cadres. Et donc vous les retrouvez ici, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, avec la France, qui a fait le choix d'être nation cadre de ce bataillon multinational en Roumanie. Ce sont tous des bataillons d'un volume 1000 hommes qui sont censés être robustes et, selon la définition, combat ready, c'est-à-dire prêts à s'engager. Et donc aujourd'hui, vous avez ces 8 bataillons multinationaux qui sont déployés sur toute la façade orientale de l'Europe. Au sommet de Madrid, en juin, les nations ont également agréé le principe qu'elles renforceraient ces bataillons jusqu'au niveau brigade en cas de détérioration de la situation. D'où la raison de la projection d'un état-major, d'un élément avancé d'état-major de PC de brigade que nous avons fait en Roumanie, comme d'autres nations l'ont fait là où elles sont nations cadres. En parallèle, les autres renforcements que vous trouvez sur cette diapo, les nations de la façade orientale ont mis sous OPCON, sous commandement de SACEUR, un certain nombre de leurs troupes, sous commandement direct de SACEUR, un certain nombre de leurs troupes, donc vous retrouvez les volumes ici. Le dispositif aérien a été renforcé avec une mission qu'on appelle Air Shielding, qui coordonne l'ensemble des contributions nationales supplémentaires à la police du ciel. Donc il n'y a plus de police du ciel que dans les pays baltes, mais il y a également de la police du ciel en Pologne, par exemple, ou dans d'autres pays. Nous contribuons régulièrement par des missions aériennes à ces renforcements et donc à ce dispositif Air Shielding. Un accroissement des moyens de renseignement également. Et enfin, un renforcement de la posture navale par des contributions nationales, en particulier avec des bâtiments ou des groupes, en particulier avec des groupes aéronavals. Je cite les 2 missions du GAN, celle qui a eu lieu en début d'année et celle qui a commencé de mémoire, qui a commencé en soutien associé à l'OTAN et qui donc fournit des contributions
en particulier par des déploiements de moyens aériens au dispositif aérien de l'OTAN. Il est évident que ces groupes aéronavals et ces porte-avions sont, par la démonstration de puissance et la capacité de projection de puissance qu'ils représentent, des éléments importants de la posture et du renforcement de la posture face à la menace russe. Slide suivant. Et si maintenant je zoome encore un peu plus pour vous montrer quelle est la contribution française à l'ensemble de ces dispositifs, vous retrouvez ce que je vous ai présenté précédemment, mais uniquement détouré sur les éléments français. Vous avez notre présence au sein du bataillon multinational britannique en Estonie, volume un sous-groupement tactique. Toujours sur le plan terrestre, vous avez notre bataillon multinational en Roumanie, dont nous sommes nation cadre, plus le déploiement d'une batterie Mamba, l'élément de brigade, l'élément préfigurateur en état-major de brigade et l'élément de soutien, l'échelon de soutien national. Au plan aérien, notre contribution à la police de l'air, j'ai dit qu'elle allait commencer, elle a commencé depuis le 1er décembre avec 4 Rafales à Šiauliai en Lituanie, et nos différentes contributions à la mission d'air shielding, soit par des moyens ISR, soit par des moyens chasse. Notre contribution à la NRF ici, que vous retrouvez, nos déploiements en Atlantique et Méditerranée au sein des SNMG et SNMC-MG, et enfin le déploiement des missions du GAN en début d'année et celle qui vient de commencer. Donc voilà pour ce tour d'horizon, c'est très descriptif, mais je pense que ça permet de bien fixer les choses. Dernière diapo, s'il vous plaît, et je voudrais maintenant en venir regarder un petit peu devant et regarder un peu la transition, la transformation militaire de l'OTAN telle qu'elle se dessine. Ce qui vous est présenté ici, c'est ce qui a été validé au sommet de Madrid par les nations. Concrètement, il s'agit, l'idée générale, c'est de prendre en compte désormais, pour la posture de l'Alliance, non plus seulement une force de réaction, la NRF, mais l'ensemble des forces disponibles dans les nations. En voyant comment les structurer à des degrés de réactivité différents. En particulier, celles qui seraient amenées à encaisser le premier choc en cas d'attaque russe. Et donc, ce que vous avez là, ce sont 3 cercles qui sont organisés, avec des niveaux de réactivité différents. Vous avez un Tier 1, un premier groupe, avec une capacité de réaction en moins de 10 jours, un deuxième groupe, Tier 2, avec une capacité de réaction de 10 à 30 jours, et un troisième entre 30 et 180 jours. Concrètement, le Tier 1, ici, concerne les forces des pays qui sont sur la frontière orientale, plus les forces de l'OTAN qui sont situées dans ces mêmes pays, et qui doivent donc être capables, en permanence, de réagir en moins de 10 jours, avec des implications évidemment sur leur autonomie opérationnelle et sur leur réactivité. Ça, c'est donc le premier tiers. Le deuxième tiers qui concerne davantage les forces qui se situent un peu plus loin de la frontière, qui constituent une capacité de réponse en moins de 30 jours. Donc une capacité de renforcement rapide, multidirectionnelle, en fonction de la zone où se situe la menace, avec des forces lourdes. Et le troisième tiers, qui représente le reste des forces disponibles dans l'Alliance en fonction des vitesses de renforcement, en particulier celles qui pourraient venir du continent américain par exemple, pour soit défendre, soit restaurer la souveraineté des pays de l'OTAN sur leur territoire. Donc vous voyez que vous passez d'un modèle historiquement qu'on appelait un modèle de génération de force sur la NRF à un modèle qu'on pourrait qualifier de mobilisation différenciée, avec différents niveaux. Point particulier, évidemment, il repose sur la volonté des nations de contribuer à ces différents tiers. Et donc c'est l'objet des discussions qui ont lieu actuellement entre les nations SHAPE et le siège de l'OTAN, qui fera l'objet de déclarations volontaires des nations de leurs forces dans ces différents tiers. C'est-à-dire que la France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, de la même manière que la Pologne ou la Hongrie ou la Roumanie, seront amenées à se positionner pour dire quelles forces elles mettent dans quel bloc et s'engageront
à tenir les délais et s'exerceront et s'entraîneront sur ces dispositifs-là. Vous voyez que c'est quand même un changement assez profond parce que les implications que ça représente à la fois sur le plan de la logistique, mais également sur le plan des renforcements et de l'organisation des renforcements est particulièrement essentiel. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est que finalement, ce dispositif ou cet ensemble qui repose sur à la fois un premier étage de réponse robuste, mais une capacité de renforcement rapide depuis la profondeur européenne, elle doit passer par une structure ou une organisation dont nous avions perdu l'habitude, qui est celle de la mobilité opérative à l'intérieur du territoire européen. Et c'est dans ce domaine que les perspectives de coopération finalement entre l'OTAN et l'UE semblent les plus prometteuses, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne a un projet dit mobilité militaire, qui vise à renforcer et améliorer les infrastructures et les capacités de transit intra-européen, et que l'OTAN a créé un commandement stratégique supplémentaire, un commandement opératif supplémentaire, le JSEC, à Ulm, précisément lui aussi pour organiser, faciliter ces transits intra-européens, que ce soit ceux des pays européens qui iraient rejoindre la frontière orientale, ou bien pour accueillir les renforcements qui viendraient du continent américain. Voilà pour ce tour d'horizon. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que tout le reste fait l'objet de discussions et que les conclusions de ces travaux sur le nouveau modèle de force finalement seront consacrées au sommet de Vénus, donc il y a encore beaucoup de travail en cours. Je cite simplement pour terminer, je mentionne simplement pour terminer que tous ces travaux de transformation du modèle de force qui portent finalement sur l'organisation, les processus et les modèles vont également trouver des conséquences dans une transformation capacitaire de l'Alliance, puisque va s'ouvrir en 2023 un nouveau cycle capacitaire pour l'Alliance, avec la définition, pour prendre en compte la priorité de la défense collective, de nouveaux équilibres capacitaires qui se traduiront par de nouvelles cibles capacitaires qui seront attribuées aux nations, qui seront elles-mêmes fonction d'une directive politique qui devrait être validée à la ministérielle du mois de juin de mémoire. Et donc vous voyez bien que nous sommes au début d'une transformation du domaine du milieu opérationnel ou du pilier opérationnel de l'Alliance qui est de grande ampleur, qui va avoir des effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà pour ce tour d'horizon. J'espère que ça a répondu à vos attentes et je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez ou à tous les replays, si j'étais trop rapide, sur tel ou tel point. Merci mon général pour cet exposé effectivement très dense et qui devrait donc susciter de nombreuses questions au risque de voir ce point presse se prolonger. On va commencer pour organiser un peu le flot de questions par les questions en salle. Monsieur Refray, si vous voulez bien attendre le micro, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup, effectivement, c'était très, très intéressant. Juste pour avoir quelques grands ordres d'idées sur les chiffres aujourd'hui, les volumes consacrés par l'armée française au déploiement tel qu'il est aujourd'hui, c'est quoi le bon chiffre? C'est 8000, le chiffre que vous avez cité tout à l'heure. Voilà, je sais que c'est schématique et ça peut bouger, mais pour avoir un ordre d'idée aujourd'hui, où on est en termes de volume, puisque ça va être un indicateur parmi d'autres, de la contribution française. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le slide, s'il vous plaît, sur la contribution nette? Non, encore un. Ouais. Alors, il faut différencier ce qui est de l'alerte et ce qui relève du déploiement. Oui, je parlais du déploiement a priori. Ouais. Mais peut-être l'alerte est intéressante aussi. Parce que ça... Mais l'alerte, j'ai précisé, c'est la NRF, ça mobilise environ 8000 hommes. Mais c'est de l'alerte. En revanche, en ce qui concerne les déploiements, vous avez le sous-GTIA, c'est de volume 300 en Estonie. Le battle group multinational, c'est volume 700. Donc vous avez un millier d'hommes. Le plot Rafale, 100. On n'oublie pas les bateaux. Ouais. Au nord et en Baltique et en Méditerranée, environ 3000 pour le GAM. Et puis les missions depuis la France. Pardon. Donc, je vais récapituler avec le micro. Alors du nord au sud,
100 pour une centaine d'aviateurs pour le détachement Rafale en Lituanie. En Estonie, environ 300 intégrés au battle group sous commandement britannique. En Roumanie, environ 700, un peu plus de 700 français donc. Sans oublier les bateaux en mer Baltique, en mer du Nord et en Méditerranée. Voilà. Donc 1000, ça doit tourner entre 1000 à terre, un peu plus de 1000, 1500 à terre. Et puis les bateaux, c'est... Vous avez dit 3000 au total, je pense qu'entre les bateaux déployés, comme vous l'avez dit, en Baltique, en Atlantique, et plus Médor. la mission Antares en ce moment, effectivement, on est sur 3000. À peu près 3000. Voilà. C'est 3000 en instantané, mais, Oui, mais pas en dynamique. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si la situation se détériore, l'engagement qu'a pris la France, comme les autres nations cadres, c'est de monter au niveau brigade. Et donc là, c'est quoi, 10 000 à Euh, peu près? non, on est plus dans une classe 5 à 7000. 5 à 7 000 pour une brigade à peu près. Ok, merci. Et j'en profite puisque j'ai le micro. Juste, donc la NRF aujourd'hui n'est pas, pardon, parce que c'est pas toujours évident à suivre, mais Ouais. la NRF a joué un rôle au départ. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus la NRF qui est déployée. C'est ce que vous, c'est ça, Exactement. hein, c'est bien ça que j'ai compris. Ok. C'est bien ça. C'est-à-dire, Ok. au départ, il y a le bataillon fer de lance qui est déployé parce qu'il faut répondre à une situation d'urgence. Il est déployé en quelques jours. Et ensuite, ce bataillon est transformé en bataillon multinational. Et le bataillon d'alerte, lui, est régénéré avec une autre unité. Et donc, il est toujours en alerte. Et donc, nous sommes toujours dans ce dispositif-là. Autre question en salle? Alors, pardon, Émilie, si vous voulez apporter le micro de l'autre côté. Bonjour, merci pour ce brief. J'ai une petite question sur la LPM. Est-ce que tous ces changements, toute cette réorganisation aura un impact sur la future LPM? Bon, là, je vais répondre à votre question. On est en train de travailler d'arrache-pied sur la programmation militaire. L'objectif, c'est qu'elle soit présentée au Parlement au premier trimestre 2023. Donc évidemment, la totalité des sujets sont sur la table et sont en discussion. Je ne l'ai pas dit dans l'exposé de l'agenda ministériel, mais le ministre des Armées est en train de consacrer l'essentiel de son temps à des réunions de construction de la programmation militaire. Donc il n'est pas temps de rentrer dans le détail de l'impact du renforcement et de la contribution de la France au sein de l'OTAN et du renforcement du flanc Est sur un impact LPM à ce stade. On reviendra vers vous, effectivement, lorsqu'on vous présentera les choix faits en loi de programmation militaire, lorsqu'il sera temps, mais soyez certains que toutes les dimensions sont prises en compte, dont celle-ci. Je vais ajouter un point. Le passage d'une posture expéditionnaire à une posture de défense collective, elle concerne l'ensemble des pays de l'Alliance. Elle concerne l'Alliance dans son ensemble, et donc elle concerne individuellement chacun des pays de l'Alliance. Ce qui veut dire que les constats qui sont faits sur les carences ou les rééquilibrages à faire, finalement, sont partagés depuis longtemps. Et donc, de manière mécanique, qu'on le décide ou qu'on ne le décide pas, de toute façon, les constats partagés sont les mêmes. Et donc, les implications, finalement, du passage en défense collective se traduisent déjà dans la LPM assez naturellement. Et donc, cet élément de transformation, il est déjà nativement intégré, de réorientation, il est déjà nativement intégré dans les choix qu'on pourra faire. Puisque la réflexion est la même, finalement, l'ennemi étant le même. Est-ce qu'il y a... Oui, toujours sur les volumes de force. Vous avez insisté à plusieurs reprises dans votre exposé sur la capacité de la France à armer quasi totalement les promesses qui avaient été faites, 95%, etc. Aujourd'hui, si on reprend par exemple un chiffre symbolique ou en tout cas illustratif, les 1500 hommes à terre, comment considérez-vous l'engagement de la France par rapport aux autres nations cadres? Est-ce que c'est un engagement qui est très important, le plus important? Enfin, je veux dire, par rapport aux grands Britanniques, aux Allemands, etc. C'est quoi? Toutes ces nations cadres grandes nations cadres sont à peu près au même niveau, où l'engagement français est
significativement supérieur? Enfin, comment vous évaluez ces 1500 par rapport à finalement la contribution de tous nos voisins et alliés? Est-ce qu'on peut revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît? Ouais, slide précédent. Ouais. Je dirais que ce qui caractérise le bataillon français, c'est davantage le nombre de partenaires multinationaux qu'on a sélectionnés, qu'on a retenus pour l'instant. Je ne suis pas en mesure de qualifier ou de faire du benchmarking entre les différents bataillons multinationaux, parce que je n'ai pas la connaissance des autres. Simplement, vous pouvez regarder le nombre de partenaires qui sont intégrés dans les bataillons. Certaines nations ont fait le choix d'un partenariat très large d'emblée. Nous, on a fait le choix d'un partenariat qui s'appuie d'abord sur nos partenaires belges et hollandais, en alternance, parce que la priorité est donnée à l'efficacité opérationnelle. Et donc, comme ce sont des partenaires avec lesquels on s'entraîne et que nous connaissons, nous savons qu'on peut s'engager avec eux sans difficulté, ils sont interopérables. D'autres partenaires sont étudiés en fonction des contributions qu'ils souhaitent amener. Mais l'objectif affiché d'emblée pour ce bataillon dont nous étions nation cadre, et ce sera le même pour la brigade, c'est de choisir les partenaires en fonction de la plus-value opérationnelle qu'ils apportent. Voilà. Je pense que d'autres nations cadres n'ont pas forcément fait les mêmes choix, n'ont pas eu forcément les mêmes priorités. Pour le reste, sur la valeur opérationnelle, je vous avoue que je ne suis pas en mesure de répondre précisément. Il faudrait poser la question à l'OTAN, en fait. Je vais compléter cette réponse donc qualitative, quantitative par des éléments qualitatifs. La première, c'est qu'au-delà des 95% honorés par rapport à la demande initiale, il faut revenir sur la réactivité. C'est-à-dire que dès le 24 février, vous aviez des avions dans le ciel à l'est de l'Europe. 4 jours après, vous avez le bataillon fer de lance en Roumanie, classe 300-500. Là, vous avez un objet qui s'appelle le groupe aéronaval, qui amène aussi beaucoup de gens d'un coup. Et puis, vous avez aussi des capacités qu'on appelle des Critical Capabilities dans l'OTAN, des capacités décisives qui ne sont pas forcément détenues par d'autres nations. Je pense notamment en termes de ravitaillement en vol, de surveillance du ciel, que ce soit par les AWACS de l'armée de l'air et de l'espace ou les les Hawkeye de la marine nationale. La contribution à l'appréciation de situation par les bâtiments en mer Baltique ou en Méditerranée orientale, et pas mal d'éléments de renseignement notamment. Donc vous voyez bien que comparaison n'est pas raison, c'est tout à fait important, et on jauge aussi le volontarisme des nations à l'aune des troupes qu'elles déploient. Il y a aussi la manière de répondre aux critères qualitatifs dans des domaines à la fois de réactivité et de criticité des capacités déployées. Bonjour, merci pour le point. Théo Sauvignet du Point. Je pense à l'exercice Orion qui va se tenir en début d'année. Je crois savoir qu'il y a des moyens aéronavaux qui vont être déployés pour l'exercice. Est-ce que ça ne va pas dégarnir un petit peu cette posture? Je pense notamment aux porte-avions, BPC. Est-ce qu'ils vont être réassignés? Comment ça va se passer? Bon, là, c'est le colonel Godillère qui va vous répondre. Alors, l'exercice Orion, effectivement, qui se tient en début d'année prochaine, est en fait une mise en cohérence d'exercices qui étaient déjà planifiés, dont la planification et la conduite est orchestrée au niveau interarmé. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de mesures supplémentaires, finalement, par rapport à des exercices auxquels chaque armée contribue pour sa préparation opérationnelle. En tout cas, c'est à la marge. C'est évidemment le choix des dates, le choix des moyens qui participent,
est évidemment pilotée en fonction des contributions que vous voyez là. Et la mission, par exemple, du groupe aéronaval est compatible avec l'exercice. Autrement, on ne l'aurait pas mené. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est planifié. Voilà. Ouais, j'en profite pour ajouter un mot sur l'importance des exercices, parce que finalement, dans la compréhension, dans le message qu'envoie cette posture, il y a à la fois une partie statique, ce sont les déploiements, et puis une partie dynamique, c'est-à-dire les démonstrations de capacité. Les Russes font exactement la même chose avec Kafkaz ou leurs grands exercices. Et finalement, tout ce qui participe de la démonstration de capacité fait partie de cette posture et de ce renforcement de la posture. Et donc, Orion, aussi bien que les exercices otaniens, aussi bien que les exercices nationaux, finalement, participent à la construction d'une Blue Picture qui elle-même, par son existence, a une fonction dissuasive. Voilà. Donc, non, ça ne se traduira pas par une réduction de la présence. En revanche, ça se traduira par une augmentation nette de la posture, puisqu'on démontrera finalement notre capacité à s'engager dans des conflits de haute intensité. Je vais y revenir dans le briefing après, mais au moment où les troupes, les avions et les bateaux sont déployés, ils participent à des exercices OTAN. On va y revenir dans quelques minutes. Donc vous ne dégarnissez pas parce que vous participez à un exercice. Oui. Et puis après, on passera aux questions en audio, et puis on finira par laisser la parole au collègue Audière et libérer le général Goujon. Non, mais c'est très intéressant, donc j'en profite. Mon général, est-ce que aussi il y a un changement dans la posture des troupes déployées? Je parle évidemment des troupes françaises. Est-ce qu'il y a une gradation dans cette posture par rapport à ce qui se faisait il y a un an? Vous voyez ma question, est-ce qu'il y a des marqueurs du renforcement également dans la posture du déploiement? Je veux dire, je ne sais pas, en termes d'apport de munitions sur place, etc. Enfin, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques qui montrent aussi que dans la posture affichée dans ces troupes déployées au flanc oriental, il y a une gradation par rapport à il y a quelques mois, avant le 24 février, pour être très précis? Il ne me semble pas, parce que l'objectif, dès le départ de ces déploiements, était bien qu'ils soient capables de s'engager opérationnellement au moment où, à partir du moment où ils posaient le pied sur le sol d'un pays allié. Et donc la manière dont ils étaient organisés, la manière dont ils étaient équipés, la manière dont ils étaient ravitaillés, y compris les stocks dont ils disposaient. Alors peut-être qu'ils ont été renforcés depuis, mais de manière simplement parce que simplement on réagissait dans l'urgence et qu'après on stabilisait la posture. Mais je me souviens très clairement des ordres qui étaient donnés au moment du déploiement du bataillon. L'objectif était bien d'avoir, en tout cas celui arrivé en Roumanie, c'était un bataillon de la VJTF qui était prêt à l'engagement au combat. Voilà. Et donc là-dessus, ça n'a pas varié. Je pense que je ne pense pas qu'on varie sur cette position-là, parce que c'est une des conditions que nous avons posées de notre crédibilité, de notre fiabilité. Lorsqu'on s'engage, on est capable de s'engager jusqu'au contact. Ça n'est pas un engagement de façade. Une dernière question en salle avant de passer aux questions en audio où on a pas mal de monde. Je voudrais, juste avant que vous posiez votre question, rappeler, lorsque vous voulez rentrer à nouveau dans le détail, que tant les slides que le point presse est disponible sur YouTube, et donc vous pouvez le réécouter en replay aussi souvent, aussi longtemps, aussi lentement que vous le souhaitez. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Moi, j'ai une petite question sur votre dernière slide avec le nouveau modèle des forces. Donc, en fait, ce renforcement, si on peut dire, des capacités de l'OTAN, en fait, il repose sur quoi? C'est une réponse à quoi? Et est-ce que, lors des dernières discussions, il y a eu des lignes rouges qui ont été évoquées de la part de l'OTAN en vue d'une quelconque menace? Alors, aussi bien le sommet de Madrid que le concept stratégique qui a été diffusé immédiatement après, qui donc est validé par les nations, reconnaît l'existence de deux menaces sur la sécurité euro-atlantique, puisqu'on est bien dans le cadre du traité de Washington de 1949. Ces deux menaces caractérisées sont la Russie et les groupes terroristes, avec les implications sur la déstabilisation qu'ils pourraient produire à la périphérie de l'Europe. Et donc, l'organisation de cette posture, elle vise à répondre à ces deux menaces. Et ce n'est pas la Russie uniquement à l'Est, c'est la Russie partout où elle pourrait agir dans l'espace euro-atlantique. Et donc, l'organisation de ce modèle de force, ce n'est pas un renforcement, concrètement.
Concrètement, ça consiste à prendre en compte l'ensemble des forces disponibles que les nations sont prêtes à mettre dès maintenant sous le contrôle opérationnel du SACEUR, de manière à pouvoir s'engager quand ils le décident. Quand le Conseil de l'Atlantique Nord le décide, évidemment, mais sous le commandement du SACEUR. Donc ce n'est pas vraiment un renforcement, c'est simplement une mise en cohérence de ce qui existe et une meilleure harmonisation de dispositifs nationaux qui sont parfois l'addition de capacités redondantes et l'addition de trous dans les mêmes domaines. Donc, vous voyez, ce n'est pas véritablement un renforcement. Le renforcement, il se traduira dans les décisions capacitaires qui suivront, dans les rééquilibrages capacitaires qui viendront avec le cycle de planification de défense. Mais là, concrètement, c'est une mise en cohérence. Concrètement, on dit, est-ce que tel pays sur la façade orientale met l'ensemble de ses brigades sous commandement dès maintenant de SACEUR dans le tier 1, dans le tier 1 ? Est-ce qu'elles sont capables de réagir en 10 jours ou pas ? 10 jours, c'est très court. Donc, est-ce qu'elles mettent une brigade en 10 jours, le reste en 30 jours ? Voilà. Permettez-moi de vous couper. Donc ça serait une réaction par rapport à quoi ? Et enfin, d'un point de vue nucléaire, est-ce qu'il y a une ligne rouge qui a été discutée lors de ces discussions-là ? Et quelle serait la réponse de l'OTAN par rapport à ça ? Alors, là, l'idée, c'est bien de répondre, d'être capable de répondre en permanence donc à une attaque russe, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa direction, quel que soit son plan d'application. Ou bien d'une attaque terroriste de très très grande ampleur. Mais c'est plutôt la défense collective face à un adversaire symétrique, donc la Russie. Sur le plan nucléaire, la question nucléaire n'est pas concernée par, le modèle de force n'est pas concerné par cette question nucléaire. L'alliance reste une alliance nucléaire qui dispose de capacités. Nous ne faisons pas partie du groupe des plans nucléaires. Notre dissuasion reste indépendante, même si elle contribue à compliquer les calculs de l'adversaire. Vous connaissez notre position là-dessus. Mais ce modèle de force est déconnecté de la question. Si on entre dans une logique nucléaire, on entre dans une logique différente de celle d'un conflit classique. Voilà, on va passer aux questions en audio. Merci déjà pour toutes vos questions en salle qui montrent l'intérêt de l'exposé du général Goujon. Les questions en audio, à moins que vous les ayez épuisées en salle pour vos collègues. Très bien, donc vous avez manifestement en salle épuisé les questions de tous les médias. Encore une fois, vous pouvez revenir vers notamment l'état-major des armées, le colonel Godillère, pour des questions précises et on reviendra vers vous pour y répondre. Et puis, sur ce qui a été exposé par le général Goujon, que je remercie pour son exposé, vous retrouverez à la fois les slides et puis ce qu'il a dit sur YouTube dans les heures qui viennent, qui peuvent durer jusqu'à demain. Je laisse la parole au colonel Godillère. Merci mon général, et très heureux de prendre la parole à la suite du général Goujon pour immédiatement illustrer tout ce qui vient de vous être montré. On commence sur le flanc est, donc, avec en Estonie la mission Lynx. Avec le 3 et 4 décembre, 180 militaires du sous-groupement tactique interarmes qui ont participé à l'exercice Orkan 16 aux côtés de leurs alliés britanniques, de l'Enhanced Forward Present Battle Group, donc le bataillon, la présence renforcée, et de l'Estonian Defense League, donc les forces, la Ligue de défense estonienne, en charge de la défense territoriale de l'Estonie. Donc vous voyez cette intégration entre des forces déployées de l'OTAN et des forces nationales avec leur propre plan de défense, et une intégration dont le général vient de parler. Dans ce cadre, sur l'île de Saaremaa et dans la région de Liula, les soldats britanniques et français ont entraîné les soldats membres de l'Estonian Defense League à la conduite d'une manœuvre défensive de retardement d'un ennemi symétrique en zone marécageuse et sur des terrains dégradés dans des conditions climatiques extrêmes, entendez, froides. Orkan 16 illustre le renforcement au quotidien de la solidarité stratégique entre l'Estonie, la France et évidemment au sein de l'OTAN. En Roumanie, donc c'est la mission Aigle, cette semaine, un détachement du bataillon renforcé a participé à l'exercice Eagle Zori, marqué par les premiers tirs des chars Leclerc.
Cette journée a mis en œuvre toutes les composantes du Battle Group, notamment dans les domaines de l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie, dans le but, là aussi, de renforcer l'interopérabilité avec les militaires néerlandais et roumains. Le 1er décembre, à l'occasion de la fête nationale roumaine, militaires néerlandais et français du Battle Group ont défilé sur l'avenue de l'Arc de Triomphe, roumain évidemment. Toujours sur le flanc est, mais dans les cieux, un large spectre de missions aériennes au profit de l'OTAN, où les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace continuent d'assurer leur mission de surveillance et de défense aérienne. Ces opérations sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec nos alliés présents dans le ciel européen. Depuis le 1er décembre, 4 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace sont déployés sur la base aérienne de Šiauliai en Lituanie, dans le cadre de la mission Enhanced Air Policing, EAP, donc, que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Je vous avais parlé de la cérémonie du transfert d'autorité jeudi dernier. Les Rafales ont pris leur alerte le matin. Eh bien, le même jour, le jour de la prise d'alerte, 2 Rafales français donc, ont décollé pour une alerte réelle, ce qu'on appelle un Alpha Scramble, afin d'identifier et d'accompagner 2 aéronefs inconnus, repérés dans l'espace aérien balte. Nos avions participent également à des exercices interalliés de niveau avancé, montrant ainsi toujours cette interopérabilité de la France avec ses différents partenaires. Dans ce cadre, du 1er au 7 décembre, ont été menées une mission de détection et de contrôle en Roumanie par un AWACS français, un E-3F, la sortie dont je viens de parler, Alpha Scramble en Lituanie des 2 Rafales, et une mission de ravitaillement en vol dans l'espace aérien balte par un C-135 au profit d'aéronefs partenaires de l'OTAN. En mer Baltique, du 23 au 2 décembre, le chasseur de mines tripartite Croix du Sud a intégré le Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG-1, au cours de l'exercice interallié Freezing Winds dans les approches finlandaises dont nous vous proposons quelques images. Tribord stop. Nous sommes actuellement au nord de la Baltique, près des côtes finlandaises. Pour la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, c'est une première, mais également première fois pour une frégate de défense aérienne. En route 204. Bien. Aujourd'hui et encore pour 10 jours, le Task Group SNMG1, le Task Group maritime de l'OTAN, participe à un exercice organisé par les armées finlandaises, Freezing Winds, vent givrant, vent glaçant, donc il porte bien son nom aujourd'hui. Cet exercice, ce sont 4000 militaires à terre, en mer, dans les airs, 23 bâtiments de combat, 8 nations de l'OTAN, également la Finlande et la Suède. Les dominantes sont variées, il y a de la guerre des mines, il y a de la lutte anti-aérienne, de la lutte anti-surface et de la lutte anti-sous-marine. À tous de CPC, contact sonar azimut 346, 14 km. On passe en Tango Alpha 1. Ok, feu azimut 70. Feu. Dans un entraînement qui tend vers la haute intensité en fin de période d'exercice, eh bien l'OTAN, comme ses partenaires privilégiés de la mer Baltique, démontre ainsi coopération, savoir-faire mutuel, procédures communes, afin d'affirmer encore la détermination pour œuvrer à la sécurité en mer Baltique notamment. Au total, le chasseur de mines tripartite Croix du Sud a réalisé près de 140 heures de chasse aux mines aux côtés des chasseurs de mines allemands, finlandais et néerlandais, permettant notamment de contreminer un flotteur de mines à Haut-Rhin datant de la Seconde Guerre mondiale. Fin novembre, après plusieurs semaines d'opération en Atlantique Nord, la frégate multimission Aquitaine a été intégrée au sein de la SNMG-1 afin d'améliorer la connaissance et l'anticipation de l'Alliance dans cette zone. Et cette même FREM a été détachée pour effectuer une patrouille en mer du Nord. En Méditerranée orientale, le groupe aéronaval déployé depuis le 15 novembre renforce la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe
et dans ses approches maritimes, ainsi qu'au Proche et Moyen-Orient. Il poursuit actuellement sa mission en Méditerranée orientale. Et depuis le 1er décembre, le groupe aéronaval et la corvette allemande Erfurt ont partagé leur situation tactique afin d'améliorer leur connaissance commune de la zone. Dans le même temps, le groupe aérien embarqué s'est entraîné à opérer avec l'armée de l'air israélienne en conduisant des tirs-canons et des missions de défense aérienne. Le groupe aéronaval peut également compter sur un avion de patrouille maritime Atlantique 2 qui, depuis la base grecque de La Sud, a déjà réalisé 9 missions de surveillance maritime. Et entre le 1er et le 7 décembre, dans le cadre de sa coopération à l'opération Inherent Resolve, OIR, le GAN a réalisé 7 sorties de l'avion de détection E2C Hawkeye et 7 patrouilles de Rafale marine. En Afrique, poursuite du partenariat de combat avec le Niger. Et cette semaine, les Mirage 2000D de la base aérienne projetée de Niamey ont effectué plusieurs missions au profit des forces armées nigériennes et françaises. Des missions d'appui aérien afin de sécuriser le déplacement de convois logistiques dans la zone d'opération conjointe des forces armées nigériennes et des forces françaises déployées au Sahel. Un vol de rassurance au profit des forces armées nigériennes. Une patrouille de 2 Mirage 2000D a aussi réalisé un show of presence dans la région d'Inates. Et donc tout ceci illustre la parfaite intégration et de coopération dans le partenariat de combat qui est mis en place entre la France et le Niger, dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. Au Tchad, des actions conjointes avec le partenaire au profit des populations. Et le mercredi 30 novembre s'est déroulée au sein de la Direction générale du génie militaire une cérémonie pour marquer la fin de l'opération d'évacuation de la population victime des inondations de la crue du Chari. Elle a été l'occasion de mettre en avant le partenariat militaire entre le génie français et le groupement fluvial tchadien. Et des témoignages de satisfaction tchadiens ont été remis à l'ensemble du personnel du détachement de la compagnie génie du 43e bataillon d'infanterie de marine des forces françaises en Côte d'Ivoire qui avait été détaché pendant la crue du Chari, notamment avec des moyens fluviaux pour prêter main forte aux forces armées tchadiennes. Au Gabon, formation au profit de l'armée nationale tchadienne. Depuis le 28 novembre, une centaine d'élèves officiers tchadiens du groupement des écoles militaires interarmées suivent un stage d'aguerrissement au centre d'entraînement au combat en forêt du Gabon. À noter que c'est une première, parce que l'encadrement qui est fourni à ces élèves officiers sont des formateurs qui sont africains et en cours de formation pour accueillir auprès des spécialistes du centre d'entraînement au combat en forêt du Gabon les qualifications d'instructeurs, de moniteurs ou d'aide-moniteurs forêt. 17 stagiaires formateurs issus de 6 pays africains forment donc actuellement les militaires tchadiens. Dans le golfe de Guinée, les opérations anti-stupéfiants dans le cadre de l'opération Corimbe, avec le 30 novembre, le porte-avions hélicoptère amphibie Tonnerre, qui a procédé à la saisie de 4,6 tonnes de cocaïne sur un remorqueur dans le golfe de Guinée. Au petit matin, l'équipe de visite du PHA Tonnerre est intervenue à bord du navire suspect, appuyée par un Falcon 50 détaché à Dakar et par 2 hélicoptères embarqués, un Panther de la Marine nationale et un Cougar de l'armée de terre. De nombreux sacs étanches contenant des pains de cocaïne ont été découverts, puis détruits à bord du Tonnerre. Cette saisie représente 4,6 tonnes de cocaïne pour une valeur estimée de 150 millions d'euros selon les estimations de l'Office anti-stupéfiants, OFAST. Par ailleurs, le 28 novembre, le patrouilleur de haute mer PHM commandant Ducoin a appareillé pour rejoindre le golfe de Guinée, où il y relèvera le PHA Tonnerre au sein de cette opération Corimbe. Au Proche et Moyen-Orient, un large spectre de missions aériennes au profit de la coalition dans le cadre de l'opération Chamal, les rafales de la base aérienne projetée au Levant, ainsi que les aéronefs du groupe aérien embarqué ont poursuivi leurs actions contre Daesh en effectuant près d'une trentaine de sorties aériennes sur l'ensemble du spectre des missions. Défense et surveillance de l'espace aérien, prise d'alerte d'appui-feu et reconnaissance
menée au Moyen-Orient au profit de la coalition Operation Inherent Resolve. Au Liban, partage de savoir-faire commun, les militaires français de la Force Commander Reserve déployés au sud du Liban ont réalisé au cours de la semaine un entraînement avec les forces armées libanaises de la 5e brigade. Ensemble, les soldats libanais et français ont éprouvé leur interopérabilité et leur connaissance mutuelle dans le cadre du combat en zone urbaine, du secourisme au combat et de la lutte contre les engins explosifs improvisés, les fameux IED. Pour les forces françaises, aux Émirats arabes unis, elles ont été engagées dans un renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Koweït, notamment dans le cadre de l'exercice bilatéral interarmé franco-koweïti Pearl of the West. Depuis le 25 novembre, plus de 500 militaires des forces françaises stationnés aux Émirats arabes unis sont mobilisés. Du 27 novembre au 1er décembre, c'était une phase d'acculturation entre les différentes composantes koweïti et françaises. Pour la composante aérienne, du combat à vue et des combats radar, donc à plus longue distance, entre les F-18 koweïti et le détachement de 3 Rafales de la base aérienne 104, stationnés aux EAU. Pour la composante maritime, des exercices d'incendie, des manœuvres tactiques et des exercices de lutte anti-aérienne et contre les trafics illicites ont eu lieu, ainsi que des exercices de sauvetage en mer, des présentations au ravitaillement à la mer par la frégate de type Lafayette Aconite et la marine koweïtienne. En ce qui concerne la composante terrestre, un entraînement interarmes, lisez infanterie, cavalerie et artillerie, conjoint entre le 5e régiment de cuirassiers et le partenaire koweïti. Par la suite, l'ensemble du dispositif franco-koweïtien s'est entraîné puis a conduit une manœuvre interarmes et interalliés de tir réel, ainsi qu'une démonstration dynamique aéroterrestre le 8 décembre. Pour les forces françaises à Djibouti, renforcement des capacités opérationnelles conjointes. Du 27 au 30 novembre, 80 stagiaires du corps de garde-côte et de l'école des officiers de l'Académie militaire interarmée djiboutien se sont aguerris et ont été initiés au combat en milieu semi-désertique au centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert. En Amérique du Sud, en Guyane, renforcement de la coopération avec le Brésil. Du 15 au 25 novembre, le 3e régiment étranger d'infanterie et le 34e bataillon d'infanterie de Salva, des forces armées brésiliennes, ont mené conjointement l'opération Jararaca. Cette opération biannuelle vise à paralyser les flux logistiques liés à l'activité d'orpaillage illégal sur le fleuve frontière Oyapock et sur le fleuve Aproag. Pour cette édition, un poste de commandement tactique conjoint a été installé à Clevelandia, au Brésil, afin de faciliter la conduite des opérations. L'engagement des militaires brésiliens et français, appuyés par des gendarmes et agents du parc amazonien de Guyane, a permis la découverte de 12 chantiers alluvionnaires, de 20 campements et 12 carbets. Plusieurs matériels liés à l'activité d'orpaillage illégal, notamment 8 motopompes et 200 litres de carburant, près d'1 tonne de matériel divers, ont été saisis ou détruits. Et j'ai terminé ce tour des opérations. Je suis prêt à répondre à vos questions. Bon, on va commencer en audio pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu. Est-ce qu'il y a des questions en audio ? Donc, s'il n'y a pas de questions en audio, en salle. Merci beaucoup, mon colonel. S'il n'y a pas de remords, nous mettons donc fin à ce point presse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et dans le même lieu. Ce sera la semaine prochaine, 15 décembre, le dernier point de presse de l'année, sauf si l'actualité, évidemment, nous conduisait à en programmer un ultérieurement. Je vous souhaite à tous une excellente journée.